Dans cette vidéo, je veux parler avec toi de l'entreprise individuelle et du partenariat. Pourquoi ces types d'entreprises peuvent être ce qu'il te faut en ce moment ou pourquoi pas, je t'explique après l'introduction. Salut à toi, moi c'est Arnaud de la chaîne Wine Investor. Sur cette chaîne, je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat avec des exemples concrets et précis comme dans le secteur de la fabrication du vin dans lequel je suis actif afin de te motiver à sortir de ta zone de confort et te garantir aussi une indépendance financière. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à liker la vidéo et la partager massivement, de t'abonner surtout et d'activer la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Cette vidéo est la seconde d'une série de plusieurs vidéos dans laquelle je parle de la création d'entreprises et différents types d'entreprises qu'on peut créer en Allemagne, en Europe et dans le monde entier. Dans cette vidéo, je vais parler de l'entreprise individuelle et du partenariat. Alors l'entreprise individuelle, comme le nom le dit, met à nu l'individualisme dans l'entrepreneuriat. En tant que personne individuelle, on est déjà une entreprise, comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, mais beaucoup de personnes se limitent simplement au salariat. Or, à côté du salariat, parfois même sans salariat, on peut être déjà une entreprise qui fonctionne comme toutes les grandes entreprises dans le monde entier. J'avais parlé des taxes dans la dernière vidéo, donc je ne vais pas mettre trop l'accent ici. Si tu ne comprends pas en fait l'objectif de tous ces trois types de taxes, je t'invite à consulter ma dernière vidéo dans laquelle j'expliquais les taxes en détail. En tant qu'entreprise individuelle, tu as aussi trois taxes à payer, comme tous les trois types de taxes principaux à payer, comme toutes les autres entreprises. Premièrement, la taxe alors l'impôt sur ton revenu, avec un taux quand même assez élevé de 40 à 45%. Tu as la TVA, donc une taxe que tu vas payer, tu vas prélever, donc demander à ton client de payer et que tu vas renvoyer bien évidemment à l'office des impôts après avoir, n'est-ce pas, déduit de la taxe sur la valeur ajoutée que tu as payé par exemple aussi à tes fournisseurs. Il existe ici quand même, du moins dans le cas de l'Allemagne, une certaine, exception. Par exemple, quand on est une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est en dessous de 22 000 euros, on peut décider de ne pas payer en fait la taxe sur la valeur ajoutée. En fait, la loi demande que si tu as un chiffre d'affaires qui est en dessous de 22 000 euros, alors si tu as fait moins de 22 000 euros de chiffre d'affaires l'année passée et que cette année, tu envisages de ne pas excéder 50 000 euros en termes de chiffre d'affaires, tu peux fonctionner sans TVA. Mais ça a un inconvénient parce que tu ne prélèves pas la TVA chez ton client final, mais tu dois payer la TVA chez ton fournisseur. Et généralement, quand tu traites avec des grandes entreprises qui, eux, sont habitués à ne payer que le montant net, lorsqu'ils voient sur ta facture que tu ne demandes pas de TVA, cela veut dire qu'en fait, tu as déjà intégré une TVA dans ton produit net, ce qui fait donc qu'ils te considèrent assez cher en termes de prix de vente. La troisième type de taxe, donc bien évidemment, c'est une taxe professionnelle ou alors une taxe commerciale quand tu fais du commerce. Donc, on différencie ici entre deux types d'entreprises, les entreprises qui font du commerce et celles qui ne font pas. Les entreprises qui ne font pas du commerce, ce sont des entreprises dont l'activité consiste en fait à mettre en fait à la disposition d'un client une certaine compétence. Par exemple, quand on est médecin, on met ses compétences en termes de médecine, n'est-ce pas, auprès d'un malade qui a besoin bien évidemment de se soigner, mais qui n'a pas les compétences nécessaires. Lorsque tu es un architecte, tout le monde a besoin d'avoir une maison, de construire une maison, du moins d'avoir un logement, mais ce n'est pas tout le monde qui a les capacités en fait d'architecte. Donc tous ces services-là sont vendus et à ce moment-là, on considère qu'on ne fait pas du commerce. Dans l'agriculture et l'élevage aussi, on ne considère pas que c'est du commerce. Lorsqu'on reste en fait jusqu'à la première étape de transformation. Par exemple, si vous produisez par exemple du lait, par exemple. Vous avez un troupeau de vaches, par exemple, les vaches produisent du lait. Arrivé à ce niveau-là, du lait qui sort en fait de la vache et qui est stocké quelque part, vous ne payez pas la taxe si vous vendez ça, par exemple, aux passants dans le village. Mais à partir du moment où c'est pris déjà récupéré par, n'est-ce pas, une coopérative qui va être transformée, qui va être pasteurisée, revendue en fait, à partir de ce moment-là, ça devient déjà une activité à but commercial. Et là, vous payez bien évidemment la taxe. Les seconds types, les autres boulots, par exemple, sont quand on vend par exemple des produits, que ce soit sur Amazon, que ce soit dans une boutique, on fait bien évidemment du commerce. Tous les autres services, par exemple, si vous avez une entreprise qui fait du nettoyage, pour les autres entreprises, cela est considéré comme du commerce. Il y a des boulots qui sont catalogués aussi, qui ne sont pas considérés comme des boulots à titre commercial ou bien des activités à titre commercial. Ce sont des boulots, en fait, des activités qui sont cataloguées en fait sous le terme Freiberufler en Allemagne, freelancing. En fait, le freelancing,
Dans le freelance, on a bien évidemment des boulots, des compétences qui sont cataloguées. Lorsqu'on a des compétences à un certain niveau et qu'on est capable de prouver à travers un diplôme qu'on a des compétences, on peut donc prester, n'est-ce pas, avec ces compétences-là et ne pas être considéré comme une entreprise qui fait du commerce. Mais attention, à partir du moment où on commence à vendre des produits attachés, n'est-ce pas, à ses prestations, ça devient du commerce. Par exemple, un médecin qui décide, dans le cas par exemple d'un opticien, qui ne se limite pas seulement à la consultation, à la prescription par exemple des gouttes pour gérer les problèmes de vue ou alors des lunettes pour gérer les problèmes de vue, mais qui va au-delà de là en te vendant, n'est-ce pas, en fabriquant lui-même des lunettes et te vendant cela. À partir de ce moment-là, il a attaché à son activité aussi un commerce. Donc, il va payer, du moins en partie, une certaine taxe commerciale à l'État. Pourquoi est-ce qu'une entreprise individuelle donc peut être importante? Le premier avantage, souvent, c'est qu'on dit qu'une entreprise individuelle en fait ne demande pas trop de contraintes au moment de la création. Donc, on ne va pas courir chez un notaire pour gérer des statuts et ainsi de suite. Mais attention, pour quelqu'un par exemple qui est médecin, même si il ne demande pas, même si c'est une entreprise individuelle, puisqu'il sait que dans le domaine de la médecine, on peut faire des erreurs en fait. En médecine, il veut peut-être se couvrir en fait d'un certain nombre de choses. Donc il va avoir un certain avocat qui va venir étudier en fait son atelier, son cabinet, et ainsi de suite. Et rien que pour ces consultations-là, il peut déjà payer en fait des frais qui sont même largement au-dessus des frais qu'on peut payer par exemple quand on crée une entreprise, une société par exemple comme une GmbH, ainsi de suite. Mais l'autre avantage, c'est que en fait, c'est pour quelqu'un qui a envie de tester quelque chose. Voilà, donc tu te lèves, tu testes une petite activité. Bon, si ça te rapporte par exemple pour un début 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros l'année, bon, il n'y a pas de problème si ces 2000 euros là sont taxés à 40%, du moins ça t'a permis déjà de comprendre comment est-ce que le système fonctionne, de trouver en fait des clients avant de passer à une autre étape supérieure. Mais la création d'une entreprise individuelle a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, bien évidemment, c'est le fait que en tant qu'entreprise individuelle, tu es responsable en fait des dégâts que l'entreprise peut causer avec tes biens, avec tous tes propres biens, avec tout ton patrimoine. Donc si par exemple tu es une entreprise individuelle qui livre des pizzas, si n'est-ce pas, en livrant des pizzas, tu cognes quelqu'un par exemple, et il se foire le pied, il n'est plus capacité de travailler, ou alors la personne décède et que sa famille ou lui-même te demande un dédommagement à une valeur de 100 000 euros, si ton entreprise ne peut pas payer ça, tu vas être responsable de cela avec tous tes biens. Donc ça c'est un point extrêmement important. Il y a bien évidemment des exceptions, mais généralement dans ce cas-là, il peut s'avérer que même ton assurance en fait, auprès de qui tu as assuré ta voiture, te disent que non, ça ce n'est pas un cas important parce que tu n'as pas enregistré cela, tu n'as pas en fait dit que en fait, tu allais utiliser par exemple cette voiture pour livrer des pizzas et ainsi de suite. Parce qu'on sait que la livraison de pizzas, parfois quand on veut livrer plusieurs pizzas par jour, on peut être un peu plus ou moins négligent parfois en fait en termes de conduite. Donc, le second inconvénient, c'est qu'on a son nom quand même qui est affiché partout. C'est pas tout le monde qui veut voir son nom affiché quelque part. Parce que même si on a une marque qui est supposée être représentée en fait le concept, à côté de cette marque, on doit toujours écrire le nom. Donc si par exemple je crée une marque qui s'appelle Louis Vuitton, je donne juste un exemple. Alors sur chaque site internet, lorsque je mets Louis Vuitton, je dois mettre en bas propriétaire Arnaud de Wine Investor. C'est quelque chose que tout le monde n'aime pas. Regardez par exemple dans le cas des médecins, si vous allez dans son atelier, tu écris là atelier docteur tel, praxis docteur Arnaud, praxis docteur tel, et ainsi de suite. Le nom doit toujours être devant. Le troisième inconvénient, c'est le fait que, et c'est même un inconvénient très important, c'est le fait que vous payez en fait, n'est-ce pas, vous êtes taxé en fait à un taux assez élevé par rapport à d'autres entreprises. 40 à 45%, c'est assez élevé, alors que d'autres entreprises, même des GmbH, vont sur les 20-25%. Donc, imaginez que vous avez une activité qui vous ramène 25 000 euros, par exemple, l'année, vous avez vraiment travaillé dur pour atteindre vraiment ce bénéfice-là. Et l'État vous dit, monsieur, tu vas payer 50%. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que hormis ces 50%, il y a encore, si c'est une activité à titre commercial, il y a la commune qui vient te dire que mon cher ami, il y a 15% sur cet argent-là que tu vas me payer. Donc ça devient un peu compliqué. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des secteurs qui sont forfaitaires. Par exemple, il y a des petites activités que vous pouvez faire. Et puis l'État vous dit, bon, on considère que de là, ton revenu par an, c'est 1 000 euros. Si dans ce cas, tu arrives, n'est-ce pas, à ne pas faire seulement 1 000 euros, mais 20 000 euros, il faut savoir que tu seras taxé seulement sur 1 000 euros. Donc, tu vas payer peut-être entre 40 et 45%, entre 400 et 450 euros à l'État. Tout ce qui va au-delà, donc les 25 000 euros moins que de bénéfices que tu vas faire, moins les 500 euros que tu payes là-bas, tu vois que tu as 24 500 euros qui sont pour toi. Chose qui n'existe pas peut-être dans les très très grandes structures comme les GmbH et ainsi de suite.
Par contre, un autre avantage que je me permets de préciser ici pour une entreprise en fait individuelle, c'est que ça te permet, au-delà de ton salariat, d'optimiser en fait tes dépenses. Parce que, alors, le revenu ici, n'est-ce pas? Tu as 40-45% qui sont taxés en fait, en tant que salaire, qui sont taxés sur ton salaire. Mais en tant qu'entreprise, c'est taxé sur ton revenu et ton revenu est égal à ton chiffre d'affaires moins les dépenses. C'est-à-dire que dans le cas où ton revenu n'est pas considéré forfaitaire. Donc, tu peux bien évidemment, dans l'objectif d'optimiser tes dépenses, renvoyer une partie des dépenses, par exemple, ici, qui va permettre de réduire en fait ton revenu, le revenu de ton entreprise qui ne va pas, n'est-ce pas, être taxé à 40-45%. Par exemple, si tu as, par exemple, une maison qui a une superficie de 60 mètres carrés et que dans cette maison, dans ton appartement, tu as, par exemple, un bureau qui va te prendre peut-être 2 mètres carrés de surface, tu as un endroit peut-être où tu classes en fait des effets qui sont utilisés à but, en tout cas en grande partie pour ne pas dire 100%, rien que pour cette autre activité individuelle que tu fais, entreprise individuelle que tu as mis sur pied. Tu vois qu'on est là à peu près sur, au total peut-être 6 mètres carrés. 6 mètres carrés, ça fait 10% de la superficie de l'appartement. Donc tu peux payer 10% de ton loyer, 10% de ton loyer peuvent être renvoyés ici. Donc ça veut dire que si tu payes un loyer de 60 euros, tu vas te retrouver en train d'envoyer 60 euros qui seront considérés comme 60 euros comme dépenses de l'entreprise et les autres 460 euros, ce sera considéré en fait comme l'argent que tu vas dépenser pour payer le loyer. Donc au lieu de payer 600 euros, tu payes 540 euros. Et crois-moi, pour certains types d'entreprises, on peut arriver jusqu'à ce que la moitié en fait de ta maison, est considérée bien évidemment comme ton entreprise. Donc tu peux 50% de ton loyer peuvent être considérés comme les dépenses de l'entreprise. Il y a bien évidemment un bon nombre de choses. Si tu achètes par exemple des ordinateurs, ainsi de suite, ce sont des choses qui peuvent entrer dans ton entreprise. Bon, bien évidemment, à ce niveau, l'État met souvent un peu l'œil parce que l'État va te demander de prouver. Pour rester sur le cas de la machine, d'un ordinateur, l'État va te dire, montre-moi que tu as un autre ordinateur que tu utilises à titre personnel, parce qu'on sait que de nos jours, tout le monde a toujours, du moins, une machine. Le quatrième inconvénient de ce type d'entreprise, c'est au niveau du partenariat. Quand on est actionnaire, enfin, quand on est une entreprise individuelle, on est considéré, en tout cas extérieurement, comme une seule personne qui est dans l'entreprise. À partir de deux personnes, légalement gestionner l'entreprise, on crée ce qu'on appelle un partenariat, mais on arrive dessus dans une prochaine vidéo. Je vais parler ici du moins du partenariat dans le sens où on reste en tant qu'entrepreneur individuel, mais on a envie de mettre sur pied une certaine activité qui demande quand même un certain capital assez élevé au départ. Donc peut-être 15 000, 20 000, 30 000 euros. On s'est dit, bon voilà, j'essaie de l'épargne pour ça, mais je n'ai pas envie trop de porter tout mon argent et mettre là-dedans. Donc je préfère avoir aussi peut-être quelqu'un qui peut apporter un peu d'argent, même un 4 000, même un 5 000 euros pour mettre aussi là-dedans. Je lui propose aussi des parts sur le bénéfice. Donc dans ce cas, il va falloir être assez ouvert sur ton business plan, assez ouvert. Déjà que le business plan, de toutes les façons, quand tu es partenaire, il faut que tu le montrer, mais même toute la comptabilité, ainsi de suite, parce qu'il doit être rassuré que quand à la fin d'année, tu lui payes 20% sur le revenu, que ce ne soit pas 20% sur 10 000, alors que tu as fait 20 000 euros de revenus. Maintenant, l'inconvénient pour toi en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur dans ce moment, en tant qu'entrepreneur, donc propriétaire ou promoteur du concept de l'entreprise individuelle, c'est que quand il y a des dommages, quand il faut payer 100 000 euros, c'est toi qui as la responsabilité. L'investisseur, lui, n'a pas. Dans ce moment-là, il peut décider de t'aider un peu, mais s'il ne veut pas, il ne t'aide pas. Et là, ça peut commencer à créer un certain nombre de problèmes. Et c'est la raison pour laquelle il y a bien évidemment des partenariats dans lesquels, lorsqu'il y a des dégâts, tous les promoteurs, tous les gérants, tous les propriétaires, bien évidemment, sont responsables des dégâts que l'entreprise peut causer avec aussi leur patrimoine personnel. Je reste ici pour rendre la vidéo courte, plus de détails dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a quand même édifié aujourd'hui en matière de création d'entreprise. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. C'était Arnaud de Wine Investor.